Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Bonjour. On va peut-être attendre un peu pour que un maximum de gens nous rejoignent. Donc, Grégoire Lemarchand, Nicolas Boudot vous souhaite, ainsi que moi-même, Loïc Tanguy, vous souhaitons la bienvenue. Bonjour à Voilà. tous. Ouais, bonjour à tous. Écoute. On est 13 pour l'instant sur une soixantaine de personnes qui doivent nous rejoindre. Donc, attendons 2, 3, 4 minutes avant de commencer. Ça vous va, Nicolas, Grégoire? Parfait. Parfait. Ok. Alors, je le répéterai peut-être tout à l'heure, mais tout le talk sera enregistré. Vous avez un chat sur votre droite ainsi qu'une boîte à questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Nicolas et Grégoire pour que vous puissiez interagir avec nos deux intervenants émérites. Je vois qu'on a déjà quelques petits messages dans le chat. Je vais répondre bonjour à tout le monde. Hop. On va peut-être commencer. Grégoire, Nicolas, on y va? Avec plaisir. Alors, bienvenue à tous pour ce talk numéro 11 co-organisé par ePressPack et Comment. La thématique aujourd'hui est une thématique particulièrement importante en ces périodes de crise Covid, puisqu'on va parler de fake news, infox, le prochain fléau, et surtout comment les entreprises peuvent-elles y faire face. Je précise pour tout le monde que ce talk sera enregistré. Vous pourrez voir un replay sur la chaîne YouTube de Comment ainsi que sur la nôtre. Vous avez la possibilité de poser des questions via l'espace questions qui est sur votre droite. Je me présente rapidement et ensuite je vais laisser Grégoire et Nicolas se présenter. Donc, je suis Chief Marketing Officer de ePressPack. ePressPack est un éditeur de solutions logicielles ou newsroom digital qui a pour ambition d'apporter le meilleur de la technologie et du design pour la réputation des entreprises. Nos plateformes de gestion de contenu permettent de créer, diffuser, de certifier et d'archiver un ensemble de contenus, que ce soit des communications de presse, des newsletters, des emailing. Donc, c'est une plateforme tout en un qui permet effectivement de pouvoir piloter à 360 degrés son ensemble de contenus de communication. Et nous avons la chance de travailler avec de très, très grosses boîtes comme le groupe Accor, comme AstraZeneca, comme BPI France, comme Dove, comme Hermès, avec 4 bureaux qui sont répartis en Europe, à Madrid, Milan, Paris et Londres. La thématique aujourd'hui, elle est assez simple. Donc, c'est à l'heure des réseaux sociaux et de la circulation instantanée des informations, l'infodémie est partout. On est tous submergés d'informations. Sont-elles vraies, sont-elles fausses? C'est un petit peu le problème. Et comment les marques peuvent identifier et se prémunir des infox. Donc, c'est pour ça que nous avons invité avec Comment 2 personnes émérites. Donc, Nicolas Boudot, que je vais laisser se présenter.
Bien, moi, je suis donc Nicolas Boudot, le directeur de la communication et des relations extérieures du groupe Casino depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Et le sujet des fake news qui sera abordé aujourd'hui, je le connais bien, je le subis de temps en temps. Et donc, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir en discuter avec vous ce matin. Grégoire, à ton tour. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc, Grégoire Lemarchand, moi je suis rédacteur en chef investigation numérique et adjoint à la rédaction en chef centrale à l'agence France Presse à l'AFP à Paris. Et mon rôle, c'est d'encadrer aujourd'hui toute l'investigation numérique et le fact-checking à l'AFP qui concerne un petit peu moins d'une centaine de journalistes et qui aujourd'hui, la lutte contre la désinformation est vraiment une priorité éditoriale très forte à l'AFP. Merci beaucoup. Alors, au cours de ce talk, on va examiner le risque réputationnel et financier des fake news vis-à-vis des marques et des journalistes. On le sait, la crise du Covid, les crises maximisent et identifient de plus en plus les fake news. Je laisserai Grégoire et Nicolas définir un petit peu, parce que vous verrez que selon qu'on soit émetteur ou récepteur, la définition des fake news est assez différente. Mais on pourrait identifier des fake news pour une volonté de nuire ou pour diffuser des théories fumeuses ou de simple absence de vérification. Donc ça, je pense que Nicolas comme Grégoire vont pouvoir un petit peu nous donner quelques exemples sur ces différentes catégories de fake news sur lesquelles on se défend de façon différente. Mais avant de commencer, je voudrais vous donner, moi, quelques chiffres qui va permettre de calibrer un petit peu l'ampleur du problème ou l'ampleur du fléau de ces fake news. Je vais sortir quelques chiffres. Par exemple, une étude de la société tchèque et l'université de Baltimore en décembre 2019 a identifié le coût des fake news au niveau mondial sur l'économie mondiale à 78 milliards de dollars. Donc 18 milliards de dollars, c'est pas rien. Donc ça, c'est un premier chiffre que je voulais partager avec vous. Deuxième chiffre également qui est intéressant, qui a été cité par les Échos. Il semblerait aujourd'hui qu'un lien sur 4 pourrait être une fake news dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez un quart d'informations qui seraient globalement des fake news sur les réseaux sociaux. Également, un chiffre important, le MIT, qui a démontré qu'une fake news a 70% de plus de chances d'être retweetée et qu'elle va 6 fois plus vite qu'une news classique. Donc, effectivement, quand un émetteur se retrouve avec une fake news qui part, elle part donc beaucoup plus vite qu'une news classique. Et il y a une chose importante, on parlait de réputation tout à l'heure au début de cette introduction. Le réseau AMO, donc, qui est un réseau d'agences spécialisées dans la communication financière du groupe Havas, cite qu'une société sur 6 aujourd'hui subit des dégradations de sa réputation et cette dégradation fait chuter sa capitalisation financière par défaut de réputation. On chiffrerait la chute de réputation, donc la réputation elle est très très liée aux fake news, à 35% de la part de la cote en bourse pour ces sociétés, donc cette chute de 35%. Donc vous voyez, donc ça a des applications et des effets sur la finance, sur l'image, sur la réputation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est avec Grégoire et Nicolas de pouvoir vraiment identifier quels sont les bons réflexes à adopter face à la rumeur. Et si, de votre côté, Nicolas et Grégoire, vous avez des solutions imparables que vous pourriez partager avec l'ensemble de notre public aujourd'hui. Je vais donner d'abord la parole à Nicolas, qui va donc définir peut-être de son côté quels sont les fake news et nous donner quelques exemples de fake news qui sont arrivés au groupe Casino. D'abord, bonjour à tous. Si j'avais des solutions imparables, je les vendrais et je ne serais pas là en train d'en parler avec vous ce matin. Et avec Grégoire, on les vendrait d'ailleurs et je pense qu'on gagnerait bien notre vie. Ceci étant dit, ça prouve bien
cette plaisanterie que je viens de faire, qu'il n'y a pas de solution ou de parade absolument évidente contre les fake news. Les fake news, c'est la rumeur de la ville qui, pour moi, par le truchement des journalistes, nous revient et contre laquelle nous devons agir. Et tout l'enjeu est de savoir comment on agit. Et fondamentalement, depuis le début de l'information et depuis le début et l'existence de la presse et des médias, il y a toujours eu des fausses informations qui ont été publiées ou qui ont été rapportées. C'est inhérent à la vie de l'information. Et je dirais que c'est pas extrêmement grave à partir du moment où des correctifs peuvent exister et des correctifs existent. Le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui où tout va extrêmement vite et où la population est extrêmement morcelée, les fake news, comme tu l'as dit Loïc, peuvent abîmer largement la réputation, l'image de marque d'une entreprise en partant fondamentalement de pas grand-chose. Et pour moi, le sujet principal, et c'est ce qui occupera mon propos prioritairement dans cette matinée, c'est que les fake news, elles interrogent mécaniquement la relation que nous, directeurs de la communication ou équivalents, avons avec les journalistes, la presse et les médias, qui pour nous sont extrêmement importants, et cette valse que nous dansons l'un avec l'autre, ce couple que nous formons, information, presse et médias, communication de l'autre, c'est ce couple-là qui est attaqué par les fake news et c'est celui-là qui doit être suffisamment solide pour faire face aux fake news. Dit autrement, la seule parade qui existe, de mon point de vue, c'est la confiance nouée, créée et les preuves de cette confiance apportées par les communicants aux journalistes. C'est la seule parade qui existe. Ceci étant dit, et j'ai, je crois, peut-être, et vous me pardonnerez, été un peu théorique sur cette introduction, donc de manière très concrète, moi je peux vous raconter 3 petites histoires très rapides de fake news qui me sont arrivées, si vous en êtes d'accord. La première sont des fake news de nature financière. Alors, moi, je suis le DIRCOM d'une société cotée, le marché est ouvert, donc je ne vais pas en raconter trop, mais vous avez probablement lu l'histoire sur les dépêches AFP ou dans les médias. On a été victime en 2018, avant aussi, 2018 et 2019, d'un certain nombre d'attaques financières par des fonds activistes. Ça, c'est le sujet finance. Mais d'un point de vue médiatique, ça s'est traduit par un nombre incalculable d'appels venant de Londres et des États-Unis prioritairement, de Paris aussi, directement adressés à moi sur mon portable ou sur mon téléphone, arrivant en masse, me disant, en substance, je ne vais pas vous le faire en anglais parce que mon accent est immonde, mais on m'a dit que quelque chose. C'était souvent, on m'a dit que vous n'aviez pas déposé les comptes de votre société, que vous étiez en faillite. On me dit que vous êtes en très grande difficulté sur ce sujet. Vous avez 10 minutes pour me répondre parce que on m'a dit que. Et tout l'enjeu était pour moi de savoir qui était on, ce que on avait réellement dit et pourquoi, à cet instant précis, on apparaissait dans le débat. Et donc, cette première fake news, pour moi, je l'appelle la fake news du on, c'est quand un journaliste qui fait évidemment 100% son travail m'appelle, protège ses sources, et il a le droit et le devoir de le faire, mais me dit on m'a dit que. Et donc, pour moi, tout l'enjeu sur ces premières fake news, c'est d'interroger la relation de confiance que j'ai avec lui pour démonter la fausse information qu'il a entendue, parfois de plusieurs canaux, et de savoir comment il va la traiter. Et donc ça, c'est pour moi la première question, la fake news du « on m'a dit que », comment la presse le traite. Soit j'arrive, parce qu'on est en confiance, à lui dire « c'est une fake news, laisse tomber, passe ton chemin », et puis il faut que je multiplie l'information auprès de tous les médias qui m'appelleront sur ce sujet-là. Et après, c'est ma tambouille de dire comme de savoir comment j'informe le marché et le secteur journalistique sur ces rumeurs qui sont fausses. Mais 99 fois sur 100, les rumeurs du « on », elles donnent lieu soit dans une dépêche, soit dans un article, à quelque chose qui met
la fausse information à égalité stricte avec mon propos. Dit autrement, c'est une source ou des sources nous disent que, ou des sources nous disent que, blablabla, blablabla, point virgule, dans l'entreprise, on dit que ces sources disent des conneries. Je vous le dis mal, évidemment, mais c'est exactement ça. Ce qui signifie que dans le débat public, notre information qui dit que l'information, que le sujet n'existe pas, est mis à égalité de traitement avec la fausse information. Ça, c'est la fake news du on. Et c'est pour moi la plus difficile à contrecarrer parce qu'elle interroge ma propre relation de confiance avec les journalistes et les médias qui, en toute bonne foi, en toute conscience, peuvent avoir évidemment l'impression d'avoir une information juste et donc doivent la traiter. Et la seule façon qu'ils ont de la traiter, c'est de la traiter à égalité avec le propos de l'entreprise. Donc la fake news du on m'a dit que, pour moi, c'est la plus pernicieuse et celle qui, à l'oral, est la plus compliquée pour moi. Il y en a d'autres que j'ai eu à subir, et je vais essayer de ne pas être trop long. Il y a les attaques sur les réseaux sociaux. Le trolling. Alors ça, c'est assez classique et je vais vous donner un seul exemple assez rigolo. C'est que le groupe Casino soutient ONU Femmes et la campagne qu'on appelle Orange Day contre les violences faites aux femmes. Donc cette année, on a sur nos réseaux sociaux construit des outils de com, des visuels aux couleurs d'ONU Femmes et on les a diffusés sur Twitter. Et assez vite, on s'est pris une campagne de bashing et de fake news venant plutôt d'un groupuscule d'extrême droite qui a activé son réseau et ça a été assez terrible parce que tout ce qu'on a pu dire a été critiqué. C'était assez marrant parce qu'ils considéraient que, par exemple, les femmes, on n'avait pas à soutenir les femmes parce qu'on était une entreprise de retail. Donc, c'était une honte et un scandale et qu'on n'avait pas à le faire. Donc, on lui a répondu, il a dit « Ah, bah, si vous me répondez ça, ça veut dire que vous avez des choses à vous reprocher sur les violences faites aux femmes. » Le contraire. Bon, bref, on est rentré dans un espèce de débat de fake news avec du trolling et face à ce type de critique, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon de faire le dos rond, mais ça fait partie des micro-sujets que l'on a à traiter toute la journée, avec évidemment des gens qui, sur les réseaux sociaux, en parallèle de ces actions, expliquent que le groupe finalement cache des violences faites aux femmes derrière des campagnes de soutien à ONU Femmes, est finalement raciste ou pro-féministe ou pro-islamiste ou anti-blanc. Enfin bref, ce jour-là, on a eu la totale sur les réseaux sociaux. Et finalement, à la fin, je pense que ça a fait plus de publicité pour ONU Femmes et la campagne Orange Day que de mal, mais on a été victime, alors même qu'on soutenait une cause majeure, d'une opération de trolling. Ça, c'est le deuxième type de fake news et ce n'est pas les plus ennuyeuses pour nous parce que les parades existent grâce à la pédagogie. Puis il y a un troisième type de fake news qui pour moi sont assez nouvelles, c'est celles que j'appelle les fake news à renfort de carte de presse. Je vais vous donner un seul exemple qui est très récent, c'est hier, un journaliste éminent de France Télévisions, défenseur de l'environnement acharné, qui a publié une vidéo avec le soutien, en soutenant une ONG qui critique le groupe Casino pour ses actions au Brésil. Et cette vidéo qui fait 6 minutes, 5 minutes 50 à l'ONG et 10 secondes au groupe Casino de temps d'antenne, est constellée d'inexactitudes, de fausses informations, mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté de nuire de la part du journaliste, mais là, fondamentalement, le goût que l'on peut avoir dans certaines rédactions de critiquer les entreprises parce que fondamentalement, comment dirais-je, la fausse information est tellement belle qu'il est presque dommage, malgré le fait que l'on soit un journaliste éminent, la légende est tellement belle qu'on a envie de la publier, même si elle n'est pas complètement conforme à la réalité. Voilà. Ça, c'est la dernière fake news
celle-ci, elle est inhérente au traitement de l'information par les journalistes, mais la transformation de la vérité et ce goût que l'on peut avoir chez ce journaliste, ailleurs aussi, du travestissement de la vérité, parce que la légende est tellement belle qu'on préfère publier la légende que la vérité. C'est la dernière limite des fake news. Et de la même façon que le « on m'a dit que » ou que les attaques sur les réseaux sociaux, elles interrogent le couple indispensable que les communicants doivent former, le couple de confiance que les communicants doivent former avec la presse, avec les médias et avec les journalistes. Pour moi, les fake news ne peuvent, et je reboucle avec ce que je disais au début, il n'y a pas vraiment de parade. La seule parade, elle n'existe que dans la relation de confiance que l'on doit nouer, créer, maintenir, garantir avec la presse et les médias tout au long du temps et tout au long de l'année, parce que fondamentalement, ce sont eux qui sont les gardiens de la vérité et la seule parade contre les fake news. Donc, ils sont eux-mêmes victimes. Alors, Grégoire, droit de réponse ou pas. On a donc un émetteur, un récepteur. Quelle est ta vision, toi, de ce que vient de dire Nicolas? Alors, Nicolas a dit plein de choses intéressantes et évidemment, ça marque bien, ça montre bien que la relation entre les communicants et les journalistes est manifestement pas toujours idéale, mais enfin, ça, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'apprendre. Moi, je voudrais revenir, du côté journaliste, peut-être faire une distinction importante sémantique. En tout cas, de notre point de vue, je fais vraiment une différence entre la désinformation, et je dis désinformation plutôt que fake news, et c'est quelque chose auquel on tient à l'AFP, parce que fake news, pour nous, ça nous fait trop penser à quelqu'un de très connu, à savoir l'actuel président des États-Unis, qui en général utilise le terme pour discréditer la plupart du temps un travail qui lui déplaît, mais qui est un travail journalistique de qualité. Donc, je préfère parler de désinformation. Mais après, c'est pas du tout un reproche, c'est aussi très simple de parler de fake news, tout le monde comprend. Bref. Donc, mais je voudrais vraiment distinguer la désinformation de la mésinformation. Et Nicolas Boudot a fait pas mal référence à de la mésinformation. La désinformation, c'est vraiment, j'allais dire, désinformer de façon sciemment, c'est-à-dire de façon volontaire. On a un but malin, on a un but de propagande, on a une volonté de tromper. La mésinformation, et hélas, ça arrive, je vais pas vous dire, je suis pas corporatiste au point de vous dire que les journalistes sont tous formidables. C'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais. Et voilà, parfois, il y a de la mésinformation. Mais la grosse distinction, c'est que s'il y a de la mésinformation, et si vous, dans des entreprises, vous vous sentez victime de ça, c'est pour moi pas de la désinformation, c'est de la mésinformation dans le sens où, pour être très clair, c'est le journaliste qui n'a pas bien fait son travail. Voilà. Mais il y a rarement, en tout cas je ne crois pas, qu'il y ait une volonté de nuire. Voilà. Ça, c'est vraiment important à souligner. Juste pour revenir côté plus éditorial, plus journaliste, préciser une chose. D'abord, c'est vous dire, donc je disais très rapidement en introduction que à l'AFP, la lutte contre la désinformation était une priorité éditoriale. Juste pour vous montrer à quel point c'était devenu important, à l'AFP, quand on a commencé à faire du fact-checking, debunking, de la démystification, quand on a commencé à en faire une activité rédactionnelle identifiée, on a commencé avec 2 personnes en 2017. Aujourd'hui, on est en français. Aujourd'hui, 3 ans après, puisqu'on a commencé en novembre 2017 officiellement, aujourd'hui, 3 ans après, on a près de 100 journalistes, on est en 18 langues et on est sur tous les continents. Voilà, aujourd'hui, on a une grosse équipe à Hong Kong, à Washington, à Johannesburg, en Australie, etc. Donc, c'est vous dire à quel point, pour l'AFP, une des 3 grandes agences mondiales, c'est vraiment important. Et si on le fait en 18 langues, j'allais dire des plus connus comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, les plus évidentes, à des plus, je ne vais pas dire confidentielles, mais en tout cas plus locales comme le thaïlandais, comme le catalan ou l'indonésien, c'est que voilà, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et aujourd'hui, on en fait à la fois dans des pays où
heureusement, la liberté de la presse est fondamentale, comme en France ou en Espagne ou en Allemagne, dans des pays où c'est redoutablement plus compliqué, comme la Birmanie ou les Philippines, où pour pas grand-chose, un journaliste peut aller rapidement en prison. Voilà. Ensuite, moi de mon côté, ce que je voulais souligner, c'est que un peu pour reprendre en écho à ce que soulignait Nicolas, faire aussi un peu une typologie de ce que nous on rencontre beaucoup en tant que journaliste en termes de désinformation. Et je vais aussi faire 3 catégories rapidement. La première, c'est, j'allais dire, de la moins grave à la plus grave. Le premier type de désinformation qu'on a, c'est la blague, c'est l'humour, c'est la publication qui tu veux humoristique et que beaucoup de gens prennent au premier degré. Ça arrive très souvent. Et d'ailleurs, ça arrive beaucoup aux entreprises. Je prends un exemple que j'invente, mais si demain je dis dans tous les casinos de 10h à midi, les PlayStation 5 sont gratuites, je pourrais dire, mais enfin, comment vous pouvez croire ça? Je vous assure que plein de gens iront chez Casino réclamer les PlayStation 5 gratuites. Et donc, derrière, il va avoir beaucoup de travail à expliquer que tout ça était un canular. Donc ça, alors j'allais dire, ça n'est pas méchant. Souvent, les gens le prennent au 14e degré comme ça devrait être pris, mais parfois, des gens le prennent au premier degré. Et puis après, il y a toujours le risque que souvent, des gens prétendant de faire de l'humour, se réfugiant derrière l'humour, en profitent aussi pour véritablement désinformer, voilà, en jouant sur des relents racistes, xénophobes, etc. Voilà. Donc ça peut être un problème. Mais disons que ça, c'est le premier type. Deuxième type de désinformation, qui peut aussi évidemment affecter les entreprises, c'est le clickbait, ou, pardonnez-moi l'expression la plus enfin, moins jolie et un peu vulgaire, mais qu'on comprend, c'est le putaclic en France. C'est ces sites qui se nourrissent de fausses informations pour attirer des clics, donc de la publicité. Et alors là, c'est un de mes chevaux de bataille chaque fois que je me retrouve devant des gens qui travaillent dans la communication des entreprises. Et là, vous avez une responsabilité directe, c'est la publicité programmatique. C'est-à-dire quand vous confiez vos budgets à des régies pub qui, à suite, en aveugle, vont mettre des bandeaux de vos entreprises sur des sites qui font du clickbait. Alors ça peut être, on va dire, c'est pareil, je ne vais pas faire une graduation, mais il y a du clickbait où on va vous attirer avec des choses, voilà, en disant les 15 opérations de chirurgie esthétique les plus ratées, voilà, jusqu'à des choses beaucoup plus dangereuses. Soignez-vous, soignez le Covid avec la tarte à la courgette. Véridique, hein, vu. Là, il y a une vraie responsabilité. Donc, vous savez qu'il y a des associations citoyennes. Hein, moi, je n'en fais absolument pas partie. C'est pas du tout un travail de journaliste, notamment Sleeping Giants, qui se bat contre ça. Et moi, je pense qu'il y a une vraie. Enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a un vrai combat là de la part des entreprises à aller vers une publicité programmatique vertueuse. Quand vous confiez à des régies pub qui confient les bandeaux à des algorithmes aveugles qui ne cherchent pas la qualité, mais qui vont chercher le trafic, vous nourrissez le clickbait, donc quelque part, vous nourrissez l'économie de la fausse information. On a beaucoup parlé lors de la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis de ces fameux la presse américaine les a baptisés les Macedonian Kids, parce qu'en fait, on s'était rendu compte que parmi les principaux sites aux États-Unis qui avaient diffusé de la fausse information, évidemment, visant Hillary Clinton, la candidate démocrate, c'était des sites basés en Macédoine, truffés de fausses informations, sur lesquels il y avait énormément de clics, donc énormément de pubs, et ils gagnaient beaucoup d'argent pour ça. Et en Macédoine, les gens qui avaient monté ces sites de clickbait s'en fichaient de Trump ou de Clinton, ils n'avaient aucune opinion. C'est juste qu'ils avaient vu que les partisans de Trump réagissaient plus aux fausses informations, qui jouent, comme vous le savez, sur des émotions, sur une vision très binaire du monde, les bons et les méchants. Et voilà, ils avaient compris qu'ils auraient beaucoup plus d'audience comme ça. Et derrière, publicité aveugle, publicité algorithmique, programmatique, et des dizaines de milliers d'euros gagnés qui ont permis de nourrir cette économie et la fausse information. Enfin, troisième catégorie, celle dont on parle le plus, la plus dangereuse, c'est vraiment la désinformation à dessein, c'est-à-dire je crée des faux contenus pour diffuser un discours propagandiste, alors évidemment raciste, xénophobe, où je
d'harcèlement. Je vais viser une personnalité publique, politique, culturelle, des arts, du spectacle, un chef d'entreprise aussi. Voilà, enfin, Nicolas a donné un bon exemple tout à l'heure avec la campagne à laquelle Casino est associé. Voilà, là, on a vraiment de la désinformation. Et dedans, c'est pas une sous-catégorie. Il y a effectivement ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec le Covid, notamment avec le film Hold Up, c'est toute la sphère complotiste qui joue aussi beaucoup sur la crédulité des gens, etc., sur les interrogations parfaitement légitimes des gens. Et on comprend que les gens se posent plein de questions à cause du Covid, parce que le gouvernement n'a pas forcément été exemplaire, parce que les médias ne sont pas toujours exemplaires non plus. Donc tout ça forme un terreau extrêmement propice à la propagation d'idées complotistes. Et ça, là, on est vraiment dans le cas, parce que c'est des choses qui tapent le fondement même de la démocratie. On voit aujourd'hui ce que fait Trump aux États-Unis. On arrive à un point où, en fait, se nourrissant de thèses complotistes, il bypasse tout. Enfin, en tout cas, il entend bypasser tous les garde-fous de la démocratie américaine qu'on croyait absolument solide et inaltérable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui est dangereux. Voilà. Je suis très long, je ne vais pas insister là-dessus, on peut en parler dans les questions. Après, puisque évidemment, c'est un des souhaits de Loïc et compte tenu des gens qui sont ici, j'en ai déjà parlé par rapport à programmatique, qu'est-ce que, en tout cas pour nous, fact-checker, investigateur numérique, qu'est-ce que les entreprises, surtout quand elles sont victimes de fausses informations, comment ça peut bien se passer. Parce que, évidemment, les fausses informations, elles vont toucher un pays, elles vont toucher des institutions publiques comme l'ONU, comme la Direction générale de la santé, des hommes politiques, mais elles peuvent aussi toucher des entreprises. Alors évidemment, aujourd'hui, on pense beaucoup aux entreprises pharmaceutiques, mais ça peut toucher évidemment tout type d'entreprise. En tout cas, nous, dans notre expérience, ce qu'on voit, c'est évidemment, je vais peut-être vous dire des choses, vous allez me dire, c'est l'évidence même, mais de toute façon, un peu aussi comme les journalistes, dans une fausse information, il y a toujours une histoire, quand c'est dirigé contre une entreprise, c'est toujours une histoire David contre Goliath. Vous serez toujours Goliath, vous aurez toujours le mauvais rôle. Ça, vous le savez, mais je tiens à le dire. Et donc, tout silence sera interprété comme un aveu de culpabilité. Voilà. Et ce que nous, on a constaté, c'est que souvent, des entreprises peuvent être victimes de fausses informations, parfois grossières, et il y a parfois l'idée de le traiter par le mépris et le silence. À mon avis, c'est une erreur. Parce que quand il y a une fausse information, il faut plutôt on la traite, plutôt on a des chances qu'elle on n'aura pas la prétention de dire qu'elle s'étouffera, elle disparaîtra d'elle-même, mais plutôt on aura de chance, en tout cas, c'est comme un feu, de le maîtriser, ou en tout cas de le circonscrire. Et donc souvent, nous, on a vu des entreprises affectées par des fausses informations, parfois grossières, qui nous ont répondu un peu par « excusez-nous, on a vraiment d'autres choses à faire », et qui, 2 semaines après, revenaient vers nous, penauds de « oui, alors justement, je vous rappelais, à propos de cette histoire, c'est vrai qu'on n'avait pas bien réalisé, etc. » Donc vraiment, ça, c'est important, en tout cas, je pense, de pas maîtriser, de ne pas mépriser, de ne pas attendre. Et en général, l'attente n'arrange rien. Il faut vraiment se rendre compte que dans la désinformation, il faut très peu de moyens pour désinformer, vraiment très, très peu. Et ça peut faire des dégâts considérables. Donc, il faut peu de moyens, mais pardon Grégoire de vous couper la parole, mais comme vous parliez des communicants, je me sens légitime à parler des journalistes à égalité des armes. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut jamais sous-estimer une fausse information et toujours la traiter. Le problème, c'est que, si vous savez qu'elle est grossière, le vous étant pas vous Grégoire, mais si un média sait qu'elle est grossière, pourquoi la publier, Et 2, quand l'entreprise dément, et c'était mon propos du début sur les on, parce que les fake news un peu grossières, elles rentrent dans le cadre de ces on m'a dit que, pourquoi dans le traitement, il y a toujours, parfois dans le titre, la fausse information et le démenti clair, net, avec les faits.
la description des faits qui ne porte absolument pas à conséquence ni à interrogation qui est dans le corps du texte de l'entreprise. Avec d'un côté, on nous dit que, mais l'entreprise dément, et en conclusion, l'entreprise a raison, sachant que la durée de lecture sur Internet est d'à peu près 5 secondes sur un article. Les gens retiennent le titre et le chapeau, et si le titre devient un titre de putaclic, ce qui est une maladie des médias, je suis 100% d'accord avec vous, et ce que je décrivais tout à l'heure comme la vidéo de ce détenteur de carte de presse hébergé chez France Télévisions qui fait des vidéos sur les sujets écologiques, c'est typiquement un dévoiement de cette maladie des putaclics vers des grands médias publics, dans le cas d'espèce, et c'est malheureux, parce que je pense à mon portefeuille et à mes impôts quand je vois ce genre d'action être menée. Bref, le sujet, ça interroge, et on dit la même chose en définitive, le lien que nous avons avec les journalistes. Pourquoi publier quand vous savez que c'est faux ? Le vous étant pas vous, Grégoire, une fois de plus, c'est surtout pas l'AFP qui est exemplaire, vraiment. Et c'est valable pour la majeure partie des agences de presse d'ailleurs, mais pourquoi publier ? Et deux, pourquoi mettre à égalité la fausse information avec la réponse de l'entreprise ? C'est vraiment, pour moi, la déception, et Dieu sait si je respecte, j'aime la presse, les médias, les journalistes, puisque je traite avec eux toute la journée. Pourquoi ça ? Alors, voilà, je sais pourquoi, hein, mais je m'interroge quand même. Je fais semblant de m'interroger. Pour refaire une réponse pas trop longue, en plus je vois des questions qui tombent sur le chat. Alors moi, vraiment, pour être clair, enfin, je vois des choses auxquelles vous faites référence, Nicolas. Moi, je parle vraiment, et pour pas avoir un spectre large, je parle vraiment du point de vue du fact-checker. Donc nous, quand on fait un fact-check, c'est vraiment le fact-check, il n'a d'intérêt que s'il y a une fausse information avérée ou une information trépeuse, ou partiellement fausse, qui de toute façon va tromper d'une manière ou d'une autre le consommateur, le lecteur. Donc nous, on est vraiment dans c'est pas une source off qui m'a dit et je vais vous faire réagir dessus. Nous, c'est vraiment, en prenant un exemple stupide, je reprends mon exemple de PlayStation 5, si je vois des publications ultra virales sur les réseaux sociaux qui me disent Casino va distribuer des PlayStation 5 gratuites pendant 2 heures, faites la queue. Moi, j'aurais besoin que vous avez compris, que vous ne me dites pas, mais personne ne peut croire ça, c'est stupide, merci, au revoir. Et plutôt que vous me disiez, Nicolas Boudou, ouvrez les guillemets, c'est faux parce que les gens ont mal interprété quelque chose qui était pas, voilà, des explications, etc. Donc, je répondrai avec plaisir à l'ensemble de votre question, mais je pense qu'on va y passer beaucoup de temps. Donc, je me concentre vraiment sur l'aspect des communications culturelles. Et pour terminer, juste une dernière chose qui me semble importante, et ça fait écho à quelque chose, je crois que j'ai vu dans les questions. Souvent, on a pu avoir sur des fausses informations affectant des entreprises ou pas, des gens au téléphone qui sont dans vos rôles de communicants, qui ont accès à des informations privilégiées, mais qui nous expliquent tout bien à la fin, ils disent par contre c'est off, je ne veux pas être cité. Et ça, dans l'exercice, je ne parle pas d'un travail journalistique plus classique que vous connaissez bien, mais un travail de fact-checking, de démystification, c'est pas possible. Pourquoi ? Vous adressez à un public qui a cru une fausse information. Et si derrière, vous lui mettez des sources off, et qu'au lieu de Nicolas Boudou, je mets une source proche de la direction de Casino, le lecteur va se dire, en fait, moi, le journaliste, il me raconte toujours n'importe quoi, et ça veut dire qu'il n'est même pas capable de trouver chez quelqu'un, chez Casino, qui assume que ceci ou cela. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire sur ce point. On est 100% d'accord, vous avez raison. Il y a une question de Sarah qui dit, je pense qu'elle doit s'adresser à Nicolas, qui dit comment contrecarrer une fausse information quand la démentir nous amènerait à divulguer une information. C'est un petit peu ça. Il faut faire quoi ? Il faut y aller devant ou c'est quoi votre attitude, vous, chez Nicolas ? C'est une excellente question et c'est en effet le sujet le plus compliqué. Et le seul moyen, c'est d'affirmer, entre guillemets, Grégoire a 1000 fois raison, aux journalistes, c'est une fausse information. C'est tout ce qu'on doit faire. Et accepter le on sur cette information est inexacte.
Et ça interroge une fois de plus notre lien de confiance. Soit on est en confiance et il me dit, je ne vois pas pourquoi le DIRCOM me dirait une bêtise à cet instant-là, donc je le crois et je publie la fausse information et je minimise le sujet. Mais le risque, c'est qu'on ne puisse pas faire beaucoup plus que cela, a fortiori pour les entreprises cotées. Et dans le temps du marché, on est parfois tenu par les règles de l'AMF et c'est évidemment complètement normal. Donc, on doit jouer avec notre confiance et donc c'est pour cela qu'on doit entretenir une relation de confiance avec la presse et les médias, puisque la seule chose que l'on peut dire dans le cas d'espèce qui est proposé par Sarah, c'est cette information est fausse. Et on ne peut généralement pas aller beaucoup plus loin. Et justement, excusez-moi, juste pour ajouter quelque chose d'important aussi, et pour comprendre, je disais, l'importance de ne pas parler en off, et nous aussi dans l'exercice de vérification, on se contentera jamais d'une seule source. Et ça aussi, c'est important. Il faut multiplier. Donc, par exemple, si l'entreprise Casino, excusez-moi Nicolas, comme vous êtes là, je vous prends à chaque fois comme exemple, c'est plus simple. Si l'entreprise, je le prends pas mal. Et en tout cas, dans victime a priori d'une fausse information, je vais parler à Nicolas Boudot, qui j'espère va me donner des informations, mais je chercherai obligatoirement une source tierce, indépendante du Casino, qui viendra appuyer ma démonstration pour dire que c'est faux. Et ça, c'est très important. Et comme ça, on ne lui dira pas, OK, c'est peut-être une fausse information, mais la seule personne qui vous dément, c'est Casino. Forcément, ça ne va pas. Non, j'ai besoin de la réponse de Casino, mais j'ai évidemment besoin de la confirmation que c'est faux par d'autres sources tierces. Sinon, je ne peux pas. Sinon, si je n'ai que la réponse de Nicolas Boudot, c'est pas un fact-checking, c'est pas une démystification, c'est un démenti, ce qui est différent. Je sais. Voilà, juste pour montrer la. Et c'est pas une défiance vis-à-vis de Nicolas Boudot, c'est de dire à partir du moment où on entend dire que quelque chose est faux, on entend dire à des consommateurs d'informations ce que vous avez consommé, ce que vous avez lu, vu, entendu, repartagé est faux. Pour affirmer avec force et conviction c'est faux et pour être crédible, il me faut un maximum de sources. Voilà. Bon, là, c'est pas le lieu pour en parler, mais les fake news que j'ai de nature financière contre lesquelles nous avons dû lutter, elles étaient très probablement organisées et on était seuls contre une multitude. Mais on dépasse le cadre de la fake news. Là, c'était vraiment un exercice de déstabilisation financière qui sera, à mon avis, enseigné dans les écoles de communication et dans les écoles à Dauphine et à HEC pendant les 15 années qui suivent. On était vraiment un archétype d'attaque financière accompagné d'une attaque médiatique. Et c'est pour cela qu'il était extrêmement compliqué pour une entreprise seule de pouvoir démentir des fausses rumeurs qui arrivaient de partout au même endroit et qui avaient été distillées auprès d'un grand nombre d'agences de presse et de journalistes en même temps, au même moment. Là, on dépasse complètement le cadre du fact-checking et même de la fake news sur les réseaux sociaux tels qu'on a pu la vivre. Mais en effet, je retiens quand même les conseils de Grégoire qui sont justes. Justement, là, je vois une question aussi de Benjamin qui doit s'adresser aussi à Nicolas. C'est à propos des solutions à apporter. Je pense que c'est à propos de Femmes ONU. Sur la question des réseaux sociaux et la campagne contre votre initiative, qu'avez-vous tenté? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Donc, effectivement, on vient de dire qu'il faut anticiper, qu'il vaut mieux ne pas écraser l'information et la gérer le plus tôt possible comme un feu. Mais une fois que c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que c'est parti, alors là, c'était sur Twitter exclusivement, et donc, comme je le disais, soutien aux violences faites aux femmes, et la première réponse, c'est « vous êtes sexiste parce qu'en faisant cela, vous êtes une entreprise de retail, de distribution, et donc vous considérez que les femmes doivent aller au supermarché ». Donc, on a évidemment répondu point par point aux internautes, mais extrêmement vite, on s'est rendu compte que les internautes en question n'étaient pas là pour discuter et qu'ils n'étaient pas là pour avoir une discussion rationnelle, raisonnable, argumentés, mais qu'ils étaient là pour taper. Et donc, bien vite, et c'est là la limite de l'exercice et de la communication digitale, c'est qu'on a arrêté de discuter, on n'a fait que renvoyer les critiques grâce à un lien hypertexte vers les actions de ONU Femmes.
Mais toute la journée, on a vu des internautes qui ont vu des symboles dans notre publication qui étaient pro-musulmans, anti-musulmans, racistes anti-noirs, pro-immigration, féministes, sexistes, anti-blancs, anti-français. Bref, tout et son contraire, mais organisé par les mêmes. Et à eux, on n'a fait que renvoyer vers notre site internet fondamentalement et vers les actions de ONU Femmes et des violences faites aux femmes, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas là dans la rationalité, mais juste dans la volonté de porter atteinte à l'image de l'entreprise. Et contre ça, il n'y a pas grand-chose à faire sur le sujet précis d'ONU Femmes, violences faites aux femmes, qui était un sujet majeur pour nous, mais, pardon de le dire comme ça, qui n'avait pas d'incidence commerciale ou d'incidence sur la réputation du groupe. Donc on a pu le circonscrire en essayant de faire de la pédagogie. Et puis à 0h00, le système de trolling s'est arrêté brusquement et une fois qu'on a fait les comptes, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 130 000 personnes qui avaient été voir nos bandeaux et les actions que ONU Femmes mène pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et à la fin, on s'est dit que fondamentalement, ça avait permis probablement à un grand nombre de personnes d'être informées de la situation et que cette attaque dont nous avons été victimes, mais qui ne visait juste à saper l'image de l'entreprise, mais par un groupe qui était finalement compact et qui ne faisait que se répondre à eux-mêmes. C'est pour ça que c'était pas très grave et très dangereux. À partir du moment, tant que les collègues de Grégoire ne nous appellent pas pour dire mais qu'est-ce qui se passe avec ONU Femmes et votre action, on considère que la crise elle est circonscrite à un groupuscule de trolls qui n'est là que pour nous attaquer et nous assaillir, et on arrive à les contenir en faisant de la pédagogie. Au début, on essaye d'être pédago et de leur répondre de manière rationnelle. Quand on comprend qu'on n'est pas dans la rationalité mais dans l'attaque pure, on ne fait que renvoyer un lien hypertexte et de republier sans arrêt l'information prioritaire, l'information majeure pour faire baisser les attaques et les attaques. D'accord. Il n'y a pas de bonne solution une fois de plus. Et là, Benjamin repose une autre question sur le journalisme militant qui existe dans les grandes rédactions aujourd'hui. Quelle est votre opinion? C'est ce que je critiquais tout à l'heure. C'est une vision qui est quasiment déontologique, qui est pour le coup très personnelle. Moi, je suis juriste, je suis avocat au départ, donc j'ai défendu la loi de 1881, j'ai défendu les journalistes, je les ai attaqués parfois aussi quand je considérais qu'ils faisaient des erreurs de nature déontologique, et j'aime trop la presse et je crois trop à la garantie démocratique que les journalistes apportent à nos institutions pour ne pas être peinés par les aspects militants, qui est une éditorialisation, j'en bafouille, dans un certain nombre de médias. C'est complètement normal et ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Que les journalistes de l'humanité soient plutôt proches des communistes, c'est normal. Que les journalistes de valeurs actuelles soient conservateurs, ça ne me pose pas de difficulté à égalité de traitement. Idem pour d'autres titres de presse moins extrémistes. Ça, c'est pas un problème. Le sujet, c'est quand un journaliste devient un militant et que la vérité journalistique ou la recherche de la vérité sur un sujet est dépassée par son idéologie ou par son militantisme. Et nous, ça nous arrive là hier avec ce journaliste de France Télévisions qui, je crois, sait parfaitement, parce que là, il cumule même le putaclic et le militantisme. Il sait parfaitement que ce qu'il dit n'est pas tout à fait la vérité, mais en cela, pour moi, il se place dans la situation du journaliste dans le film de John Ford, L'homme qui tue à Liberty Valance. Et à la conclusion du film, le journaliste dit on est dans le Far West, et donc dans le Far West, quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende. Pour moi, je pense que dans une certaine mesure, on retrouve une forme de Far West avec malheureusement un certain nombre de journalistes porteurs d'une carte de presse, détenteurs d'une forme de protection de la démocratie, et qui sont un peu malheureusement emportés par le militantisme et l'idéologie. Ils restent ultra minoritaires, et une fois de plus,
il ne faut pas mélanger des gens qui travaillent pour une rédaction qui éditorialise, qui suit un mouvement économique, politique, et ça, c'est normal, c'est la moindre des choses, et c'est utile à la démocratie, et ceux qui sont emportés par un militantisme qui les dépasse et où la légende finit par dépasser la réalité. Mais c'est vieux comme le journalisme, hein, et voilà. Grégoire, pas trop long parce que non, oui, vaste question. Alors, moi, voilà, je pense que les journalistes, fondamentalement, leur mission, c'est d'être au plus proche de la vérité. Voilà, on peut pas être objectif. On a tous des biais, inconscients ou inconscients. Si je n'ai un œil sur scène ou à Trappes, j'aurais sans doute pas les mêmes biais, et c'est bien normal. Voilà, moi je risquerais d'être trop long, franchement. Donc voilà, moi je pense que évidemment il faut respecter la liberté de pluralité d'opinion, et comme disait Nicolas, entre l'Humanité et les Échos et le Figaro, vous n'allez sans doute pas attendre la même couverture des choses. Bon, vous le savez, c'est le jeu. Que après certains que vous jugez qu'ils soient trop militants, etc. Oui, oui, sans doute. Enfin voilà, moi je vois que, enfin voilà, je vois, par exemple, quelqu'un dans le chat dit Mediapart dans quelle catégorie, militantisme ou média indépendant de gauche. Bon, moi je pense que c'est un média indépendant. Pour d'autres, c'est la caricature du militantisme. Bon, on pourrait y passer beaucoup de temps. justement, comme il est déjà 9h50, revenons un petit peu vers les solutions. Et en fait, j'aimerais, comme nous sommes plutôt côté techno chez iPressPack, j'aimerais vous poser un peu des questions pratiques sur est-ce que vous utilisez des technologies, est-ce que vous utilisez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'analyse sémantique, enfin il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en œuvre. On a également la blockchain qui est aujourd'hui un peu partout, sur tous les univers, que ce soit de la logistique, le contenu, la finance, ce genre de choses. Donc effectivement, nous proposons à nos clients un service de protection des documents blockchain qui permet effectivement de pouvoir donner au moins la possibilité aux journalistes de pouvoir contrôler la source des documents. J'aurais mieux voulu avoir votre avis sur justement quels sont les outils demain que vous utilisez peut-être déjà qui vont faciliter votre vie, côté émetteur, donc Casino, et côté récepteur, côté AFP. Qui commence? Je commence, si Grégoire est d'accord. Merci. Bon, très vite. Nous, les fake news dont nous sommes principalement victimes, elles arrivent plutôt à l'oral, par le truchement de journalistes ou à l'écrit sur les réseaux sociaux. Donc, même si on s'est interrogé, on n'a pas encore basculé sur des outils qui permettraient de tamponner et de donner une sorte de tampon de vérité via la blockchain sur nos communiqués de presse. C'est-à-dire, on n'a pas été victime, comme d'autres entreprises cotées très importantes, de fausses informations envoyées par des faux communiqués de presse. Nous, ça ne nous est jamais arrivé. Peut-être que c'est l'étape suivante. Et en tout état de cause, on a réfléchi, on s'est interrogé sur le fait de savoir si on devait s'écouter ou pas. Et pour l'instant, la question est suspendue. Elle n'a pas été tranchée. Et je crois que nous n'y couperons pas à l'avenir. Toutes les entreprises cotées françaises devront, d'une façon ou d'une autre, rapidement protéger leur compte. Ensuite, nous faisons appel à des entreprises extérieures qui veillent nos réseaux sociaux, nos publications de manière extrêmement large et pour le coup extrêmement professionnelle. Ils sont très très forts pour détecter les signaux faibles de publications qui pourraient porter préjudice à la réputation ou à l'image des enseignes du groupe ou au groupe lui-même. Et ils travaillent évidemment avec des logiciels d'une part, et en parallèle de cela, il y a un traitement humain qui se fait pour pouvoir ensuite qualifier le niveau de danger ou le niveau d'attaque ou le niveau d'atteinte des fausses informations. Voilà, donc c'est assez modeste, mais jusqu'ici, c'est efficace, parce qu'ils sont forts.
Alors, de notre côté, la technique, elle est parfaitement indispensable aujourd'hui quand on fait un travail d'investigation numérique, de fact-checking, parce que évidemment, tout passe par Internet et avec l'extraordinaire amplification donnée par les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas d'outil miracle, c'est plein de petits outils qu'on utilise, à savoir les plus connus comme tout simplement les moteurs de recherche qui sont très puissants quand on sait bien s'en servir, des recherches d'images, etc. Donc on travaille avec ce qu'on appelle des outils open source, c'est-à-dire que sauf de très rares exceptions, on ne travaille qu'avec des outils gratuits qui sont accessibles à n'importe quel internaute, mais qui sont très puissants. Voilà, ça va encore une fois des plus connus comme les moteurs de recherche ou un logiciel que vous connaissez peut-être comme TweetDeck, qui est extrêmement très puissant quand vous monitorez les publications sur Twitter, à des choses plus confidentielles, des petits plugins que vous mettez sur votre navigateur. Donc voilà, tout ce qu'on appelle l'Open Source Intelligence, l'OSINT, et toute la communauté des fact-checkers dans le monde travaille avec ça, travaille dessus, et c'est des outils vraiment, vraiment très puissants. Il n'empêche que tout ça, et pour filer une métaphore très simple à comprendre, on peut réunir tous ces outils, mais c'est comme une Ferrari, si vous la mettez dans votre garage et vous n'avez pas d'humain derrière pour la conduire, votre Ferrari, elle prend la poussière et elle n'a aucun intérêt. Donc derrière, le travail reste profondément humain. Et on a besoin de journalistes, de spécialistes pour contrer la désinformation. D'autant que ça reste du journalisme qui est le plus traditionnel, le plus simple du monde, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de passer le coup de fil, de contacter à des gens. Ce n'est pas parce que la désinformation est sur les réseaux sociaux que ce sont des outils d'investigation sur les réseaux sociaux qui vont nous apporter toutes les réponses. Ils vont nous en apporter certaines, mais pas toutes. Donc c'est vraiment du journalisme dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et pour moi, l'aspect humain est vraiment important parce que voilà, la désinformation, elle a évidemment mille visages, elle peut être subtile, etc. Et que jusqu'ici, tous les efforts ont pu être faits par l'intelligence artificielle, etc. Enfin voilà, si ça avait été couronné de succès, on le saurait. Et nous, les exemples qu'on a pu voir montrent que l'intelligence artificielle, elle est redoutable, mais elle est redoutablement aveugle et un peu bête et méchante. Donc, elle ne comprend pas les subtilités. Et la désinformation, c'est des centaines, des milliers, des millions de subtilités. Voilà. Je vous prends juste un exemple pour terminer, aussi qui montre que la technologie, c'est pas tout. On a longtemps, enfin depuis 2-3 ans, on a beaucoup parlé des fameux deepfakes, les faux profonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a les ressources technologiques pour faire dire n'importe qui, n'importe quoi. C'est-à-dire de recréer une vidéo absolument parfaite en reprenant les clignements des yeux, les mouvements d'épaule et la voix. Donc, je pourrais faire dire avec un petit peu de temps à Nicolas Boudot que Casino est vendu à Walmart ou je ne sais quoi. Ce qui pourrait avoir effectivement, j'imagine, quelques effets dévastateurs sur le business de Casino. Donc tout le monde a dit… Monter le cours de bourse rapidement, donc… oui, bon. Non, mais oui, en effet. Voilà, vous comprenez. Il y a 2-3 ans, tout le monde a dit on va aller vers ça et ça va être une catastrophe. Aujourd'hui, on a vu très très peu de fameux deepfakes. On peut voir des vidéos éditées, mais parfois il suffit juste de ralentir une vidéo pour donner l'impression que, par exemple, c'est arrivé à Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès américain, où on a juste ralenti la vidéo, donc ce qui donne l'impression qu'elle est ivre ou qu'elle est complètement assommée par des médicaments. Tout ça pour dire, regardez, elle n'est pas capable de diriger le pays. Voilà. Mais surtout, pour terminer, et où je veux en venir, c'est que donc on a beaucoup parlé de ces deepfakes qui nécessitent quand même des techniques, de la puissance de calcul qu'on peut faire assez facilement, mais qui nécessitent quand même des ressources et de la maîtrise. Mais aujourd'hui, désinformer de façon massive et faire des dégâts considérables, il suffit sur un groupe Facebook suivi de poster un vieux lien d'il y a 4 ou 5 ans qui donne une véritable information, mais comme c'était il y a 4 ou 5 ans, elle est périmée. Les gens ne voient pas la date. Les gens ne cliquent pas sur le lien, voient juste sur le titre, lisent juste le titre, et là, vous avez la désinformation. Combien de temps je mets à désinformer? Copier-coller, 10 secondes. Et nous, derrière,
bah, il faut repérer la désinformation, expliquer pourquoi c'est faux. Ça peut prendre du temps. Voilà, c'est l'exemple que l'humain restera fondamental. Et encore une fois, même si, et pour terminer là-dessus, Loïc, des choses comme la blockchain sont évidemment très intéressantes pour les entreprises. Mais voilà, sur le fait technique pur et dur, c'est un peu, ça pourra nous servir, mais hélas, ça ne sera pas tout le monde. Effectivement, merci Grégoire. Moi, je vais reprendre un petit peu ma casquette blockchain, et c'est vrai que si on a invité effectivement l'AFP, c'est qu'on est beaucoup en train de travailler ensemble justement pour pouvoir structurer une véritable offre blockchain qui permet donc de faire en sorte que les journalistes puissent avoir un outil pour comprendre et identifier qu'il n'y a pas eu de spoliation entre l'émetteur et le récepteur. Donc, je ne vais pas m'étendre sur l'aspect technique de la blockchain parce que la blockchain, tout le monde en entend parler par les bitcoins, ce genre de choses. Mais effectivement, comme le disait Nicolas, je pense qu'il est important dans le futur que les émetteurs, les récepteurs, on l'a dit, l'aspect humain est très important, mais d'avoir des outils technologiques qui permettent d'avoir un premier niveau de sécurité, pour nous, chez ePressPack, nous semble important et permet effectivement de donner un peu plus la main aux journalistes pour dire, OK, là, je vois qu'un document qui a été blockchainé a été spolié entre moi et l'émetteur. Je prends mon téléphone, je vois qu'est-ce qui s'est passé et je fais un minimum de fact-checking pour pouvoir identifier le fait qu'il y a un problème sur un document qui a été envoyé par Casino, par exemple. Donc, je ne vais pas aller tellement plus loin parce qu'il est déjà 10 heures. Je vais peut-être, moi, laisser très rapidement, on va peut-être prendre quelques questions et après, je vous laisserai Nicolas et Grégoire conclure. Sachant qu'avec Comment, en remerciement de cette participation au talk pour tout le public, on enverra, nous, ce que j'appelle, moi, un blockchain pour les nuls et comment protéger les documents. Donc, je vous engage à essayer de comprendre comment pourra marcher la blockchain dans le futur en téléchargeant le document d'une dizaine de pages qui vous sera proposé par Comment tout à l'heure. Je vais regarder donc les questions avant de conclure. On a une question de François Cassignol à propos des outils RSE avec son double pilier. Je ne sais pas lequel d'entre vous pourrait en parler, peut-être plutôt Casino. Donc, je lis les questions. Encadrement de normes ISO de 26 000 par un tiers et la relation partie prenante, invitant à co-construire avec elle et minoriser l'activisme des détracteurs. Oui, alors je dois confesser mon ignorance sur cette norme-là. Voilà. Mais non, mais je ne pense pas. Oui, c'est probablement utile, mais ça n'enlèvera jamais rien. Ça n'enlèvera jamais rien aux fake news et au fait que, comme tu l'as dit Loïc, elles se répandent beaucoup plus vite qu'une information véritable parce qu'elle est beaucoup plus belle et elle fait appel à nos biais et à notre inconscient et à nos mauvaises pensées, et que les complots sont toujours plus séduisants que la vérité, que la réalité, que la légende est toujours plus séduisante que la vérité, et que donc elle continuera de se répandre. Moi, je crois plutôt à notre capacité à nouer une relation de confiance renouvelée, avec les preuves de cette confiance renouvelée, de continuer à danser la valse avec les journalistes en n'étant pas dupes de leurs biais et qu'eux ne soient jamais dupes des nôtres et du fait que nous sommes des communicants et que nous embellissons la vérité de notre entreprise, c'est bien la moindre des choses. Mais je crois plutôt à cette qualité-là et cette capacité-là, avec le recours aux outils technologiques qui deviennent indispensables, qui sont indispensables et qui deviendront de plus en plus, plutôt qu'à des tampons, à des normes ou à des labels qui n'arrêteront jamais ceux qui veulent nous assaillir ou ceux qui veulent répandre de fausses informations. Oui, Loïc. Alors, moi, je propose, et en guise de conclusion, de prendre une question intéressante dans le chat, parce que c'est une question qu'on a évidemment très, très souvent et qui est très logique. On nous dit traiter toutes les fake news, c'est aussi prendre le risque de leur donner de l'importance et de remettre une pièce dans une jukebox. Répondre, n'est-ce pas, dans certains cas, prendre un risque plus élevé que le silence? Alors, de mon point de vue, déjà, alors, on ne traite pas toutes les fake news, toute la désinformation. Nous, c'est mon équipe, mes équipes font énormément, évidemment, de veille. Il y a énormément de choses qui ne sont pas traitées.
parce que ça serait trop, au même titre qu'un journaliste ne peut pas traiter toutes les informations de son secteur. Il fait des choix. Nous, on fait des choix éditoriaux. Un journaliste lambda choisit ou non de traiter le communiqué de presse d'une entreprise. Nous, on choisit ou non de se penser sur des informations. Il n'y a pas de règle d'or, mais c'est est-ce qu'elle est virale, est-ce qu'elle est très virale, est-ce qu'elle a potentiellement, est-ce qu'elle peut être dangereuse, etc. Enfin voilà, qu'est-ce qu'elle véhicule. Et évidemment, plus c'est dangereux, plus c'est quelque chose qui peut avoir un impact négatif sur la société, sur le consommateur, enfin voilà, sur quiconque. Évidemment, on la traite. Ensuite, le fait de remettre une pièce dans le jukebox, c'est quelque chose que certains, je vais prendre un exemple du film Hold Up, dont vous avez certainement tous entendu parler. Des gens ont dit, voilà, beaucoup de médias, y inclus l'AFP, ont passé du temps à débunker le film Hold Up en disant que voilà, c'était truffé de fausses informations, etc. Mais en fait, si vous n'en aviez pas parlé, personne n'aurait vu ce film. Donc, finalement, le fameux effet Streisand, c'est-à-dire qu'en parlant, on a voulu cacher quelque chose, mais on en parle. Enfin, voilà. Et non, c'est faux. Quand les médias, y inclus l'AFP, se sont penchés sur ce film, ils faisaient déjà beaucoup de messages et des centaines de milliers, voire des millions de vues. Nous, on reçoit énormément de demandes aussi sur les réseaux sociaux, sur notre boîte mail, de gens qui nous disent mais je vois ce film circuler, etc. Et c'est vrai pour beaucoup de fausses informations. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou je suis sûr que ce truc est truffé d'erreurs, mais dans mon groupe WhatsApp de famille, tout le monde en parle. Donnez-moi des arguments là. Moi, il me fatigue, j'en peux plus. Expliquez-moi pourquoi c'est un tissu d'ânerie. Et puis, je crois qu'une des grandes erreurs sur certains moments forts, sur certaines grosses crises récentes, et je pense en France, je pense au mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi les médias, et j'inclus l'AFP dedans, qui n'est pas parfaite, qui n'était pas plus intelligente que les autres, pourquoi les médias ont mis autant de temps à comprendre ce qu'il y avait derrière le mouvement Gilets jaunes et que ce n'était pas uniquement une histoire d'essence trop chère et que c'était beaucoup plus profond? C'est parce qu'ils n'avaient absolument pas investi le terrain numérique. Alors, je caricature évidemment, mais les journalistes, comme les communicants d'ailleurs, ils sont sur Twitter. Les communicants sont sur Twitter et beaucoup sur LinkedIn aussi. Mais voilà, c'est un peu notre bulle de filtre à nous, ça, Twitter. Et voilà, Twitter, ce n'est que à l'échelle mondiale 340 millions d'utilisateurs actifs. Facebook, c'est plus de 2 milliards. Instagram, c'est plus d'1 milliard. Donc, je pense que sur les Gilets jaunes, les médias n'avaient pas suffisamment investi ce terrain numérique, et ont mis des semaines et des mois à comprendre les ressorts de ce mouvement. Donc, aujourd'hui, quand les fact-checkers, l'AFP y compris, traitent une fausse information, c'est que, encore une fois, je ne vous dis pas qu'on est parfait, mais c'est que déjà, elle est largement consommée, répandue dans un écosystème où, naturellement, les communicants et les journalistes ne sont pas, mais c'est un écosystème où il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de le traiter. Merci Grégoire, merci Nicolas. Je regarde s'il y a encore quelques questions, mais peut-être qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que ce débat émetteur-récepteur vous a tous plu. Donc, le replay sera disponible très rapidement. Quelque chose à rajouter, Nicolas? Quelque chose à rajouter, Grégoire? Non, je crois que c'était utile de se parler, et que fondamentalement, avec chacun nos mots et nos biais, on dit à peu près la même chose, ce qui est plutôt rassurant. Exact. Je vous remercie tous les deux, je remercie toute l'assistance, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.